3 histoires animées qui ont chacune une mécanique vraiment battante. Tout ce que vous allez voir est basé sur des faits réels. Histoire numéro 1. Je suis étudiant à la fac, et récemment, mon ordinateur portable s'est cassé. C'était en plein milieu du semestre, et du coup, j'avais vraiment besoin d'un nouveau PC. J'ai regardé sur eBay et j'ai vu une annonce qui correspondait exactement à ce que je voulais. C'était inespéré. Une annonce pour le nouveau HP Pavillon, à un prix vraiment très bas. J'étais tellement content que j'ai acheté tout de suite l'ordinateur. L'annonce n'avait été postée que depuis quelques heures, et je voulais être sûr de l'avoir avant tout le monde. Je n'avais même pas pensé au fait que ça pouvait être une arnaque. Alors que j'attendais que l'ordinateur portable arrive, je retournais tout le temps sur la page pour regarder l'annonce. J'étais excité, c'était comme Noël. Et à peu près une semaine plus tard, l'ordinateur est enfin arrivé. J'étais un peu énervé, parce que j'avais remarqué que l'ordinateur n'était pas très bien protégé dans le carton. Et heureusement, il n'avait rien. En tout cas, il n'avait rien de visible. J'ai ouvert l'ordinateur portable et j'ai vu tout de suite un post-it sur l'écran. C'était un code PIN à 4 chiffres. Je ne comprenais pas trop pourquoi le vendeur n'avait-il pas supprimé son compte avant d'envoyer l'ordinateur. Ça n'avait aucun sens de me donner le code PIN pour me connecter. Pourquoi ne pas juste avoir fait une réinitialisation à 0 avant de l'expédier ? Évidemment, j'ai ignoré ses soupçons et j'ai utilisé le code PIN pour déverrouiller l'ordinateur. En tapant le code, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que la photo de profil du compte Outlook était entièrement noire. Un peu inquiétant, mais peu importe. J'ai appuyé sur la touche entrée et je me suis connecté. Au début, il n'y avait rien de spécial. Le fond d'écran était une image par défaut d'une plage que Microsoft utilise avec ses ordinateurs. Je pensais que tous les fichiers et le reste auraient été effacés. Et en vrai, la plupart l'avaient été. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que certains fichiers étaient toujours présents sur l'ordinateur. Qui laisserait ces fichiers à un étranger ? Bon, malgré tout, je les ai regardés. On aurait dit que tous les fichiers encore sur l'ordinateur étaient des photos et des vidéos. Il y avait des paysages de bois, de rivières et de nature. Elles ne semblaient pas mises en scène, presque comme si les photos étaient accidentelles. Honnêtement, les photos étaient horribles, presque comme si elles avaient volontairement été gâchées. Il y avait aussi une photo d'une pièce, une seule. Elle avait l'air très simple, avec des murs beiges, un lit, une grande bouche d'aération et une lumière. Celle-ci rendait la pièce vraiment étrange. Et pile après cette photo, j'ai trouvé une vidéo. Cette vidéo était terrifiante. Elle avait une bande-son dérangeante, et un étrange montage de vidéos d'un homme portant un masque Mickey très perturbant. Elle alternait de lui à des clips très angoissants que je ne comprenais pas. Je pouvais entendre des grognements et distinguer des mouvements. La chanson September d'Earth, Wind & Fire passait aussi en arrière-plan. Après l'avoir regardée encore une fois, je me suis senti tellement mal à l'aise. La combinaison de ces éléments rendait la vidéo vraiment très dérangeante. J'ai directement vérifié l'annonce sur eBay pour tenter d'avoir des réponses. Mais, comme vous vous en doutez, elle avait déjà disparu. Je n'arrivais pas à me rappeler du nom du vendeur, mais je me souvenais de la ville d'expédition du colis. C'était une petite ville dans l'état de l'Utah dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai fait mes recherches et je me suis rendu compte que la ville n'existait même pas. J'étais perplexe et confus. Je m'étais dit que tout ça n'était qu'une mauvaise blague du vendeur. Mais ça semblait trop tiré par les cheveux. Qui irait jusqu'à mettre en place une annonce sur eBay, créer cette vidéo, la mettre sur un bel ordinateur et le vendre à un prix aussi bas ? Tout ça pour ensuite donner les informations de connexion de son compte. Ça n'avait aucun sens. Il n'y avait pas plus de fichiers sur l'ordinateur. Et j'ai essayé de chercher plus d'indices sur cette vidéo, mais sans succès. Après avoir utilisé un peu l'ordinateur, j'ai décidé de le laisser tomber pour la nuit et d'aller me coucher. Le lendemain, je me suis levé vers 6h30 du matin et je suis allé en cours. Quand je suis rentré chez moi, plus tard, dans la journée, je suis allé sur mon ordi et je me suis assis, en espérant, je t'avoue, me détendre pour le reste de la journée. J'ai ouvert mon ordinateur et c'est là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il m'a fallu une seconde pour comprendre. La photo de profil, elle n'était plus toute noire. Elle avait changé. Je me suis enfoncé dans ma chaise en sentant des bouffées de chaleur me parcourir. Je suis resté assis pendant une bonne minute ou deux à analyser et à essayer de comprendre qu'est-ce qui venait de se passer. C'était un gros plan, une photo légèrement floue d'une porte d'entrée et de sa poignée. J'ai immédiatement tout effacé et j'ai commencé rapidement à supprimer tous les fichiers, que ce soit les photos et la fameuse vidéo. Et j'ai aussi supprimé le compte de l'ordinateur portable. Je t'avoue que j'ai pensé à me débarrasser de l'ordi. Mais j'en avais besoin pour les cours, mais aussi pour travailler. Et puis je suis musicien et je fais des films avec un très bon ami. J'avais besoin de ce PC. J'ai commencé à installer tous les logiciels que j'utilisais. Au bout d'une heure, tout était prêt. Alors que je commençais à me plonger dans mes activités,
j'ai complètement perdu la notion du temps. J'écrivais et j'enregistrais depuis des heures sur cet ordi. Mais sans que je ne puisse le contrôler, cette vidéo m'est revenue en tête. Et surtout, à quel point ce masque Mickey Mouse était dérangeant. C'est là que j'ai vu quelque chose. Mon cœur a failli s'arrêter net. La lumière de ma webcam était allumée. Elle était restée allumée tout le temps en fait. Et j'avais été trop distrait pour le remarquer. Je suis resté là, choqué et complètement figé en fixant la lumière. J'ai rapidement repris mes esprits et j'ai violemment fermé l'ordinateur. C'en était trop. J'ai finalement pris l'ordinateur et je suis sorti aussi vite que possible. Je l'ai ouvert et je l'ai jeté contre le trottoir. Puis je l'ai piétiné. Je l'ai cassé en deux et je l'ai jeté dans ma poubelle. J'étais toujours absolument terrifié. Depuis combien de temps j'étais surveillé? Qui me regardait? Le gars était-il même de l'Utah? Ces questions sont arrivées rapidement dans ma tête. Et bien sûr, j'ai appelé la police. J'étais au téléphone avec eux et ils ont dit qu'ils enverraient 2 voitures pour enquêter. Pour être honnête avec vous, je ne pense pas qu'ils s'en souciaient. Je pense qu'ils les ont juste envoyés pour me rassurer. Après avoir fouillé pendant 5 minutes, ils m'ont dit que tout irait bien, qu'il y avait juste des tarés ici qui étaient prêts à tout pour effrayer les gens. Et puis ils sont partis. Pour être honnête, il n'y a pas grand-chose qu'ils auraient pu faire de plus, non? Je n'ai pas dormi cette nuit-là, et j'ai laissé mes lumières allumées, mes volets fermés, mes portes et fenêtres complètement verrouillées. Et je suis resté éveillé à regarder la télé. Mais alors, j'ai fini par comprendre. Cette photo de profil, qui était à la base noire, qui avait changé pour devenir une photo d'une porte et de sa poignée. C'était pas n'importe quelle porte, c'était ma porte d'entrée. J'ai déménagé 2 jours plus tard. J'ai acheté un vrai ordinateur à la Fnac, et jusqu'à aujourd'hui, cette vidéo est toujours gravée dans ma mémoire. Et je vous avoue que elle me perturbe de temps en temps. Et surtout, je me demande comment la personne qui m'avait vendu cet ordinateur avait pu obtenir une photo de ma porte d'entrée. Une chose est sûre cependant, je n'utiliserai plus jamais eBay. Marrant, n'est-ce pas? À présent, descendons encore un peu dans l'iceberg pour découvrir la deuxième histoire bien plus sombre que la première. Ma femme et moi venions de nous marier, et on avait déménagé dans notre propre appartement. Lorsqu'on a emménagé, on s'est présenté à la plupart des voisins. Nous vivons dans une résidence composée de 2 bâtiments en face l'un de l'autre. La vue depuis notre chambre donne directement sur les fenêtres de l'autre bâtiment. Mais l'endroit n'était pas très cher, et surtout il était bien situé. Alors, on ne pouvait pas se plaindre. On s'est tout de suite bien entendu avec l'un de nos voisins. Il s'appelait Jeff. Il était un peu plus âgé, il avait environ la trentaine. Nous, on avait la vingtaine. Je vais beaucoup à la salle de sport, et j'aime utiliser des écouteurs quand je fais mon sport. Ils se sont cassés il y a pas longtemps, et j'ai donc décidé de commencer à en chercher des nouveaux. J'ai trouvé une annonce d'un casque sans fil Beats by Dre. C'était à la mode à l'époque. Et en plus, sur eBay, ça avait un prix vraiment raisonnable. C'était assez bon marché pour penser que tu avais trouvé une bonne affaire. Mais pas assez pour penser que tu te faisais arnaquer, tu vois. Je pensais avoir trouvé la perle rare, alors j'ai décidé de l'acheter. Et bien sûr, dès que je l'ai reçu, j'ai directement remarqué que le casque était faux. J'ai commencé la démarche de contestation avec eBay, mais au fond de moi, je savais que ça ne servirait à rien. Ce qui est étrange, c'est que même s'il était faux, il avait vraiment un bon son. Je l'ai emmené pour ma séance d'entraînement à la salle de sport. Comme d'habitude, je l'utilisais pour faire une séance sur le tapis de course. Et juste au moment où je commençais à penser que cette contrefaçon n'était pas si mal, l'écouteur gauche a commencé à produire un bruit de crépitement. J'ai ignoré le son et j'ai continué de courir. Ensuite, un claquement fort est venu des 2 écouteurs. Et ça m'a fait tellement peur que j'ai failli trébucher sur la machine. Je me suis arrêté de courir net. Le silence a complètement pris le dessus et le son s'est arrêté. Puis, le crépitement silencieux est revenu lentement. Et cette fois, avec quelque chose qui ressemblait à des chuchotements. J'ai tapé sur les côtés du casque, au niveau des oreillettes, en espérant que cela le réparerait. Ça a fonctionné. Et quelques minutes plus tard, le bruit de crépitement est revenu à nouveau. Sauf que là, il était devenu insupportable. Alors que j'étais sur le point d'enlever le casque, la musique a recommencé à jouer. Je n'avais pas trop réfléchi à ce qui venait de se passer. Je veux dire, je suppose que c'est ce que je méritais, pour ne pas avoir relevé les signes que c'était un casque contrefait, non? Passons au lendemain. J'ai décidé de demander à Jeff de venir m'aider à installer quelques lampes. Il est électricien, donc je lui ai demandé de m'aider à installer quelques-unes de ces lampes qui s'allument en claquant des mains. Ça fait de l'effet. J'avais fait une bonne affaire et j'en avais acheté quelques-unes. Il m'avait proposé de le faire gratuitement, ce qui était, somme toute, vraiment sympa. Dans tous les cas, comme eBay n'avait rien fait concernant mon problème, j'ai décidé de garder le casque. Le vendeur ne me rembourserait pas et il avait au moins un son décent, alors je me suis dit que j'allais faire avec. 2 jours plus tard, je me détendais sur mon balcon en écoutant le nouvel album de Kanye West. C'est alors que le même bruit de crépitement a commencé. Au début, ça m'a un peu agacé, mais ça m'a pas dérangé particulièrement. Mais ça devenait de plus en plus fort. À la fin, c'est devenu un brouhaha total. Puis ça s'est arrêté net. Des chuchotements sont revenus dans le casque. J'ai monté le volume au maximum pour confirmer qu'il y avait bien des gens qui chuchotaient. Mais non, j'en étais sûr. Je pouvais entendre ce qui ressemblait à des chuchotements dérangés.
Bien que ce qui ressortait le plus, c'était le chuchotement clair du nom de ma femme. Je ne savais pas ce qui se passait. Le premier incident ne me dérangeait pas, mais là, ça concernait ma femme. Malgré ça, je l'ai rapidement ignoré, en pensant que c'était comme une sorte d'interférence radio et que c'était peut-être une coïncidence si j'entendais le nom de ma femme. J'ai décidé de demander à Jeff, car comme je l'ai dit juste avant, il était électricien. Et il pourrait savoir peut-être quelque chose à ce sujet. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai envoyé un texto. Je lui ai demandé s'il pouvait répondre à une question pour moi. 2 heures plus tard, j'étais toujours assis sur mon balcon sans réponse de Jeff. Finalement, vers 20h, je l'ai vu sortir de son appartement pour aller sur son balcon. Dès qu'il est sorti, j'ai crié, lui demandant s'il avait reçu mon texto. Il a répondu en disant « Non mec, je suis désolé, j'ai laissé mon téléphone au travail. Pourquoi, y a un truc? Les lumières ont arrêté de fonctionner ?» J'ai répondu et je lui ai dit que les lumières fonctionnaient bien, même si ce que j'ai dit ensuite semblait le contrarier. Je lui ai demandé comment on pourrait entendre des chuchotements dans un casque, si cela pouvait capter une fréquence radio d'une manière ou d'une autre. Jeff s'est arrêté net. Il me regardait, mais il ne bougeait pas et surtout, il ne disait rien. Après environ 1 minute sans parler, il a répondu en disant qu'il n'en savait rien et il a souri. Mais c'était évidemment forcé, il est rapidement retourné dans son appartement sans rien dire. J'ai trouvé ce dialogue un peu étrange, mais j'y ai pas trop pensé. Étant assez fatigué, j'ai simplement décidé d'aller me coucher. Vers 2-3 heures du matin, un genre de bruit m'a réveillé. J'avoue que j'ai un sommeil très léger, et même les petites choses me réveillent. Et là, ça semblait assez fort. J'ai assez vite réalisé que le son venait des écouteurs. C'était le même crépitement qui devenait de plus en plus fort. Finalement, il a disparu et le silence a repris. J'ai monté le volume au maximum pour essayer d'entendre quelque chose, et je n'entendais toujours rien. C'est alors qu'un claquement fort est sorti des écouteurs. La lumière de notre chambre s'est allumée instantanément. J'étais encore un peu endormi, alors il m'a fallu 1 seconde pour comprendre ce qui se passait. Le crépitement des écouteurs avait dû activer les lumières. Et c'est alors qu'une pensée m'est venue. Je me suis dirigé vers ma fenêtre et j'ai failli crier. Le bâtiment en face avait toutes les lumières éteintes. Toutes, sauf une. Jeff était debout à la fenêtre de son appartement. Il me regardait droit dans les yeux. Et il tenait quelque chose qui ressemblait à une radio. Il l'a portée à sa bouche et juste au moment où il l'a fait, le crépitement est revenu dans les écouteurs. Jeff a dû, d'une manière ou d'une autre, et aujourd'hui encore je ne sais pas comment, remplacer mon colis eBay devant ma porte par un autre colis qui contenait un casque de contrefaçon avec un haut-parleur. Je ne sais toujours pas comment il savait que j'avais fait un tel achat, ni même pourquoi il ferait quelque chose comme ça. Bien que le gars, je l'ai toujours trouvé un peu chelou, malgré sa gentillesse, inutile de dire que ma femme et moi avons déménagé peu de temps après cette expérience. Et le plus terrifiant, c'est que je n'ai jamais revu Jeff depuis et que je n'ai jamais eu l'explication de pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il avait fait ça ? J'habite en périphérie d'une ville de taille moyenne, dans le Wyoming, aux États-Unis. La raison principale pour laquelle j'habite ici, c'est qu'avoir un grand terrain n'est pas aussi difficile à obtenir que dans la plupart des autres États. Ma maison est petite, mais elle était assez confortable pour vivre tout seul. Ça s'est passé il y a 4 ans, en 2019. C'était le printemps et on traversait un mois de pluie torrentielle presque tous les jours. C'était un dimanche et j'étais à la maison après le travail et je passais ma journée à regarder la télévision et à me reposer. Vers 18 ou 19 heures, j'ai entendu quelqu'un toquer à ma porte. Mais je n'attendais personne. Je l'ai à peine entendu avec la pluie et quand j'ai ouvert la porte, j'ai été encore plus surpris de voir un type que je ne connaissais même pas. C'était pas un facteur ou quelque chose du genre. Quelqu'un était venu sur mon terrain sans me prévenir. C'était très inhabituel, étant donné que ma maison, en vrai, elle était loin de tout. Comment puis-je vous aider ? Ai-je dit. Le gars, dans la vingtaine, a dit qu'il campait dans les bois à proximité et qu'il avait eu des ennuis. Et il avait besoin d'un endroit où rester pour la nuit. Vu l'emplacement de ma maison, si c'était vrai, venir toquer à ma porte semblait logique, puisque j'étais l'endroit le plus proche des bois, environ 8 ou 9 km de là. Il pleuvait ce jour-là, ce qui me faisait encore plus de peine pour lui, mais je pensais quand même au potentiel danger de laisser un inconnu rentrer chez moi. Je lui ai proposé de passer un coup de fil pour qu'il ait un moyen de se rendre en ville. Mais il a refusé ma proposition. Après lui avoir dit clairement qu'il ne pouvait pas rester ici, il est parti. Je l'ai un peu regardé descendre la route en terre, puis il a bifurqué et il est re-rentré dans les bois. Ça pourrait sembler bizarre, mais je n'y ai pas pensé plus de quelques minutes avant de revenir à la télévision. Je ne regardais pas souvent l'heure, mais c'était au moins 2 heures plus tard. Et il faisait bien plus sombre à l'extérieur quand j'ai vu une sorte de petite lueur orange par la fenêtre de ma cour arrière. Je me suis levé et j'ai écarté le rideau. À travers la pluie et le brouillard, j'ai vu un feu de camp en plein milieu des bois au bord de mon terrain. Il était petit, scintillant. À côté, il y avait l'ombre d'une personne tenant quelque chose. Je pouvais pas dire s'il faisait face à la maison ou au bois, mais après un moment, j'ai fermé les rideaux et j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé la police pour les prévenir qu'il y avait une personne à l'extérieur de ma propriété. Je savais que ça leur prendrait environ 1 heure pour arriver.
et que peu importe qui était là dehors, je t'avoue qu'il me faisait aucun mal, mais je voulais au moins l'éloigner de ma maison avant d'aller me coucher, histoire d'être un peu rassuré. Une fois que j'ai raccroché avec l'officier, j'ai regardé à nouveau derrière la fenêtre. Le feu, il brûlait toujours légèrement, mais la silhouette, elle n'était plus là. Puis soudain, j'ai entendu des pas se diriger vers ma maison. J'ai couru vers l'autre fenêtre et d'un coup j'ai aperçu l'homme. Il avait un fusil de chasse à la main. Il s'est dirigé vers ma porte d'entrée et il a frappé quelques fois. Et puis d'un coup, plus rien. J'ai attrapé mon pistolet que j'utilise que en cas d'urgence pour me défendre. Il était dans le placard du couloir. Puis j'ai décidé de me cacher derrière le mur, essayant toujours de comprendre la situation et surtout ce qui m'arrivait. Il a frappé à la porte à nouveau. Cette fois, je pouvais entendre que c'était avec la crosse de son fusil. Son but était presque de briser la porte. À ce moment-là, j'ai pas trop réfléchi, et je ne pensais qu'à essayer de le dissuader et le faire partir avant que cela ne dégénère pour l'un de nous deux. J'ai tiré près du bord du cadre de la porte, me rendant sourd pendant une seconde alors que le coup retentissait directement dans la maison et dans mes oreilles. Quand mon ouïe est revenu, tout ce que j'entendais, c'était la pluie qui tombait. Pas de bruit de pas, pas de coups, pas de cris. Après 5 minutes sans bruit, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai regardé par le Judas. J'ai vu personne derrière. Dans la cour, des empreintes de pas nettes s'éloignaient de la maison. Il avait dû courir juste après le tir pendant les quelques secondes où je n'entendais plus rien. Près du feu de camp, les policiers avaient trouvé un sac de sport avec des objets qu'il avait enterrés à proximité et probablement déterrés quelques heures avant. Ils m'ont dit qu'il s'agissait probablement du matériel pour me cambrioler, voire pour me tuer. Ce qui signifiait que la personne qui m'avait attaqué l'avait planifié et elle était venue juste devant ma maison au moins une fois avant cette nuit-là. La raison pour laquelle il m'a spécifiquement attaqué reste inconnue, et les informations sur son identité et l'endroit où il est sont les mêmes qu'il y a 4 ans. C'est un mystère total. Aujourd'hui, je vis toujours dans la même maison, et je vous avoue, pour être franc, que je m'inquiète tous les jours qu'il revienne me voir. Marrant, n'est-ce pas? Salut, j'avais 22 ans à l'époque et je vivais dans un petit studio d'une pièce dans la zone la moins chère de ma ville. Après le travail, un vendredi soir, je me suis connecté en ligne pour jouer avec quelques amis. C'était la nuit parfaite pour veiller tard. Il y avait une pluie forte dehors et j'avais pas de travail ou d'école le lendemain. On a joué pendant probablement 2 heures avant qu'un bruit soudain ne me fasse tout mettre en pause pendant 1 minute. C'était un bruit sourd, comme s'il venait de l'étage supérieur. J'ai d'abord pensé à une fuite possible dans le toit à cause de la pluie. Alors, je suis monté vérifier. Les seules pièces à l'étage étaient la chambre et une demi-salle de bain. Et aucune d'elles ne montrait de signe de fuite nulle part. Alors, insouciant, je suis redescendu et je suis retourné jouer en ligne avec mes amis. J'ai joué pendant un moment, en ne m'arrêtant qu'à 2h du matin parce que tout le monde était allé se coucher. J'ai tout éteint et je me suis assis sur le canapé avec des chips, tout en regardant YouTube sur mon téléphone. Au bout de 10 minutes, j'ai entendu un autre bruit sourd. C'était encore à l'étage. Mais c'était tellement étouffé que ça semblait presque venir du toit, ou quelque chose du genre. J'ai regardé et cherché encore plus longtemps dans ma chambre et dans la salle de bain. Mais il n'y avait rien qui pouvait être la cause du bruit. J'étais sûr que ce n'était pas du tonnerre non plus, parce que ça vibrait à travers les murs, comme si quelque chose frappait littéralement la maison. Après 10 minutes à chercher, j'étais tellement déterminé à comprendre et trouver ce que c'était que j'ai mis mes chaussures et je suis sorti sous la pluie pour voir s'il y avait quelque chose de plus visible de l'extérieur. Au début, j'ai rien vu qui pouvait m'aider, mais après, j'ai remarqué une branche d'arbre qui se rapprochait du côté de ma maison. C'était une grosse branche solide et qui, pourtant, était quand même loin du revêtement du mur. Et même sous la pluie, elle ne bougeait presque pas. C'était donc improbable qu'elle puisse atteindre le mur et cogner contre ma maison. Cependant, en la regardant, j'ai remarqué qu'il y avait une petite fenêtre de la maison que l'arbre couvrait un tout petit peu. Elle était plus haute que ma fenêtre de chambre, ce qui signifiait que c'était probablement un grenier. J'avais aucune idée de l'existence d'un grenier dans cette maison. La trappe pour y accéder n'était visible absolument nulle part. Et le toit n'était même pas un toit pentu, donc il me semblait même pas y avoir de place pour un grenier en dessous. Cette fenêtre cachée était le premier indice que je n'avais jamais vu qui montrait qu'il y avait un grenier. Je suis rentré à l'intérieur, encore plus curieux qu'auparavant, et j'ai commencé à chercher cette entrée du grenier. Elle devait bien être quelque part. Ça a pris quelques minutes, mais je l'ai trouvée dans le placard de ma chambre. Elle était petite et parfaitement lisse par rapport au plafond, se fondant quasiment entièrement, sauf les petits espaces d'où elle s'ouvrait. Je suis monté sur une boîte et je l'ai tirée vers le bas. J'ai libéré une échelle rouillée de l'ouverture. Immédiatement, j'ai été frappé par une odeur pourrie, suivie surtout d'un autre bruit sourd. D'en bas, je pouvais déjà dire que le grenier était extrêmement bas. Il faisait au maximum 1 mètre de haut. Je suis monté doucement et j'ai regardé dans cet espace minuscule, qui était surtout une sorte de tunnel large et sombre. À l'extrémité,
Près de la fenêtre, je pouvais distinguer une silhouette. Elle était baissée à 4 pattes et elle me regardait fixement. J'ai failli tomber de l'échelle, essayant de descendre en courant, et je l'ai entendu bouger pendant que je prenais mon téléphone et quittais la maison. J'ai appelé la police le plus rapidement possible depuis mon allée. Les policiers sont arrivés et ont arrêté l'homme, qui était simplement un sans-abri. Apparemment, il avait escaladé l'arbre jusqu'à la fenêtre et s'était frayé un chemin à l'intérieur, restant là-haut pendant au moins 1 semaine sans que je ne m'en aperçoive. C'était totalement fou. J'ai déménagé très peu de temps après ça, et depuis, dans chaque maison, j'ai toujours vérifié les greniers. Mais la seule chose qui m'a suivi dans toutes les maisons, c'est l'image de cet homme au fond du grenier à 4 pattes, qui me regardait avec des yeux à la fois pleins de peur et de colère. Flippant, n'est-ce pas? Quand j'avais environ 20 ans et demi, je travaillais dans un magasin de vente au détail en tant que responsable de nuit. C'était pas un endroit très grand, et la seule raison pour laquelle j'étais concrètement responsable, c'était parce que j'étais le seul travailleur de nuit. J'étais chargé de vérifier les stocks, de remplir les étagères, et même parfois de recevoir les livraisons. J'étais très satisfait de mon boulot, et le travail m'a jamais vraiment énervé ou saoulé. Jusqu'à ce moment-là précis, je n'avais jamais rien vécu d'extraordinaire. C'était une nuit en pleine semaine, et une tempête débutait quand j'ai commencé le travail. Pendant la première heure là-bas, la pluie avait redoublé et le vent frappait le bâtiment beaucoup plus fort qu'avant, faisant ainsi énormément de bruit. J'ai rempli les rayons pendant les 2 premières heures, essayant de faire passer les tâches qui prenaient beaucoup de temps en premier. Pendant que j'étais dans l'allée, j'ai entendu un bruit sourd résonner à travers le bâtiment. Ça semblait venir de l'arrière du magasin, dans la section de l'entrepôt où se trouvait notre zone de livraison. Je me suis approché et j'ai vu l'énorme porte arrière en métal que les chauffeurs de camions utilisaient pour rentrer pendant les livraisons. Plus j'y pensais, plus j'étais sûr que le bruit ressemblait à un coup sur la porte du magasin, comme si un chauffeur essayait de faire une livraison. Mais normalement, aucune n'était prévue pour ce soir. J'ai ouvert la porte et je me suis pris une rafale de pluie froide et de vent. J'ai sorti brièvement ma tête pour regarder la zone de chargement et j'ai rien vu. Personne, aucun camion. Alors j'ai refermé la porte et je me suis séché. En revenant dans l'allée, je me suis dit que le bruit était simplement dû à la force du vent sur le bâtiment, ou peut-être un coup de tonnerre étrange que je n'avais même pas remarqué. J'ai continué à travailler pendant 1 heure entière avant de prendre une pause déjeuner dans le bureau à l'arrière. J'y ai passé peut-être 15 minutes avant de revenir. Mais pendant que je marchais à travers le magasin, j'ai ressenti une sensation étrange. Ça m'a donné des frissons et, en arrivant à la fin de l'allée, j'ai vu quelque chose qui a presque fait s'arrêter mon cœur. Juste à côté de mon chariot, à mi-chemin, il y avait une ligne d'empreintes de chaussures mouillées à travers l'allée. Je me suis approché sans même réfléchir et j'ai essayé de comprendre comment c'était possible. Je les ai suivis jusqu'à l'avant du magasin, jusqu'à ce que je vois tellement d'empreintes mouillées, aller dans tous les sens, qu'il était impossible de les suivre. Et honnêtement, c'était terrifiant. Terrifiant de savoir qu'il y en avait dans tout cet endroit du magasin. J'ai pas réfléchi et je me suis retourné. J'ai couru jusqu'au bureau et je me suis enfermé. J'ai appelé la police et je voulais attendre. Alors que j'étais assis là, j'étais de plus en plus effrayé parce que je ne pouvais pas voir à l'extérieur par la porte du bureau. Et la pluie battante sur le bâtiment était trop forte pour que j'entende quelque chose. Après 10 minutes, l'opérateur qui m'avait mis en attente m'a repris et il m'a dit que la police était à l'extérieur du bâtiment. Je me suis rapidement levé et j'ai ouvert la porte. Mais juste par terre, devant moi, il y avait des empreintes de chaussures humides. Juste à côté des miennes. Menant droit au bureau où j'étais. J'ai couru vers l'avant et je me suis précipité pour laisser entrer la police. Pendant leur recherche, ils n'ont trouvé personne dans le magasin. Les vidéos de sécurité ont été examinées peu de temps après. Elles montraient un homme en veste noire qui entrait dans le bâtiment par une porte latérale qui était restée ouverte. Il m'a clairement repéré rapidement. Et il est resté caché jusqu'à ce que je prenne ma pause. Puis, il a marché sans but dans les allées. Il n'a rien volé, ni cassé. Il est simplement passé dans les allées et a regardé les étagères. Mais la partie la plus effrayante et la plus horrible, c'était que quand je suis rentré dans le bureau et que j'ai attendu la police, l'homme est venu. Il s'est tenu devant la porte du bureau, attendant plusieurs minutes, en fixant la poignée de la porte comme s'il attendait que je sorte. Heureusement pour moi, il a décidé de s'éloigner quelques minutes plus tard et de quitter le magasin. Aucune autre vidéo de lui n'a été vue après ça. L'homme n'est jamais revenu et de ce que je sais, il n'a jamais été retrouvé. Ce qu'il faisait ici cette nuit-là reste inconnu et restera probablement un mystère pour le reste de ma vie. Je m'appelle Easton Miles. Je vis à Pasadena, en Californie. Ma femme Camille et moi passions beaucoup de temps sur une plage isolée à environ 72 km de notre maison.
On allait là-bas chaque fois qu'on le pouvait. Nous avions découvert un petit coin de paradis avec un vieux banc en bois surplombant de magnifiques étendues d'eau et une grande plage qui s'étendait sur plusieurs kilomètres. On parlait pendant des heures et on trouvait ça reposant de passer du temps loin de l'agitation de la ville. Un samedi, le 2 juillet 2016, vers 13h, Camille est partie se promener pour passer un moment tranquille. Elle disparaissait généralement pendant à peu près 1 heure, mais ce jour-là, elle n'est jamais revenue. J'étais affolé. Ne sachant pas ce qui lui était arrivé, j'ai appelé la police. Et une femme du nom de Léa a prétendu qu'elle avait croisé quelqu'un correspondant à la description de Camille. D'après elle, elle se dirigeait dans la direction opposée, à environ 1600 mètres de là. Léa a dit qu'elle s'était frôlée en passant. La police a fouillé la plage et les environs pendant 2 semaines, mais on n'a jamais retrouvé Camille. Je ne suis pas sorti de chez moi pendant 2 mois après ça. Je n'arrivais pas à accepter la situation. Quand la femme de votre vie disparaît, vous avez l'impression de tout perdre. Au fond de moi, malgré tout, j'avais comme une intuition qu'elle était morte. Un vendredi où il faisait chaud, j'ai décidé de retourner à notre endroit spécial. J'ai pensé que je la verrais peut-être en m'approchant de notre banc en bois. Alors que j'allais m'asseoir, j'ai eu la sensation que quelqu'un me regardait. C'était le cas. Je me suis retourné et Léa se tenait à environ 10 mètres, adossée au rocher. « Léa ?» ai-je dit, me sentant littéralement surpris. « Salut Easton », a-t-elle dit. « C'est tellement triste pour votre femme. Ça fait combien de temps? 2 mois maintenant ?» m'a-t-elle dit, avec un regard empathique sur son joli visage. « Ouais », ai-je dit, me demandant ce qu'elle faisait ici. J'ai incliné la tête. « Vous devez être seul et désespéré », me répondit-elle, en s'approchant de moi. « Ça vous dérange si je m'assois avec vous ? Je veux dire, je ne veux pas déranger », a-t-elle ajouté d'une voix douce. La vérité, c'était que je voulais être seul, mais peut-être que sa présence apaisante pourrait m'aider. Léa avait à peu près 20 ans. Elle était très belle, avec des yeux doux et des cheveux longs et bruns majestueux. « Non, bien sûr », ai-je répondu. « J'ai juste envie de m'asseoir tranquillement si ça ne vous dérange pas. Je comprends parfaitement, Easton, dit-elle, en s'asseyant à côté de moi. Nous sommes restés là sans échanger un mot pendant une dizaine de minutes. Quand j'ai senti sa main sur la mienne, je me suis tourné pour la regarder. « Léa, je ne pense pas que ce soit correct et approprié, » ai-je dit en me levant, choqué et légèrement en colère. « Oh, Easton, je suis tellement désolé. Je n'ai pas voulu vous offenser, » répondit-elle en ayant l'air triste. « Je pensais que vous apprécieriez ce geste réconfortant. Je suis sincèrement désolé, » se justifia-t-elle. Je me sentais mal, après tout, je traversais une période difficile, et elle était simplement gentille avec moi. « Non, Léa, je suis désolé, » ai-je dit. « Je suppose que je suis encore très sensible. Ce que vous avez fait était attentionné. »« Vraiment ?» demanda-t-elle, cherchant à être rassurée. « Oui, vraiment, Léa, » ai-je répondu avec un sourire doux. « Merci pour ton soutien. » On est parti peu de temps après ça, mais quand je suis arrivé à ma voiture, j'ai remarqué sa Toyota Yaris bleue métallique qui était garée à environ 20 mètres derrière la mienne. Coïncidence ? Probablement. Nous sommes partis tous les deux, mais alors que je m'approchais de la bretelle de sortie pour rentrer chez moi, j'ai repéré sa voiture. 3 voitures derrière la mienne. Je me sentais mal à l'aise, mais peut-être qu'elle habitait à côté de chez moi. Je suis allé visiter notre endroit préféré, à Camille et moi, 2 fois, pas très longtemps après. C'était bizarre car à chaque fois, Léa arrivait peu de temps après moi. La première fois, Léa avait un panier de pique-nique à la main. Elle s'est assise à côté de moi, en silence, et a déballé un sandwich. C'était un sandwich avec du bœuf émincé, de l'oignon, des cornichons et de la moutarde anglaise. C'était mon préféré. C'était celui que Camille préparait tout le temps pour moi. « Comment tu sais ?» ai-je demandé. « Tu as l'air d'être un homme qui aime le bœuf et la moutarde, » dit-elle en souriant. Je n'avais pas bien mangé depuis des mois et j'ai fini par dévorer 2 autres sandwichs à elle. Cette fois-ci, elle a pris ma main et posé sa tête sur mon épaule. J'étais mal à l'aise, mais je ne voulais pas la vexer avec sa gentillesse. Une semaine plus tard, je suis retourné au vieux banc, et ce jour-là, il y avait beaucoup de vent. Cette fois, quand je suis arrivé, je n'ai pas vu la voiture de Léa, mais elle était allongée sur le banc. Le vent soulevant sa jupe blanche tressée, révélant bien plus que ce que je n'aurais dû voir. Elle semblait endormie. J'ai doucement appelé son nom, détournant le regard. Elle s'est étirée et s'est assise. « Oh, Easton » a-t-elle dit, mimant la surprise. J'ai dû m'endormir. « Salut » ai-je dit. Elle me regardait avec 2 yeux séducteurs. « Ça t'arrive de... » Et elle s'est interrompue. « De quoi tu parles ?» ai-je demandé. Tu sais, est-ce que ça te manque parfois ?» a-t-elle continué.
Tu veux dire le sexe, Léa ? Ai-je demandé de manière détachée ? La vérité, c'était que, j'avoue, je commençais à être excité, mais je ne pouvais pas faire ça. Oh, Easton, j'ai envie ici, j'ai envie maintenant, dit-elle, haletante. Me sentant vulnérable, la tentation de faire quelque chose que je regretterais était forte, mais je me suis retenu. Ça va trop loin, Léa, ai-je crié en partant. Reste loin de moi ! Tout ce que j'entendais, c'était... Je suis tellement désolé, Easton. Oh, je suis tellement désolé. Je pensais que ça pourrait te réconforter. S'il te plaît, pardonne-moi. Réconfortant ? C'était trop éloigné du réconfort. Rejoignant ma voiture rapidement, je suis parti sans regarder en arrière, pensant que c'était la dernière fois que je la verrais. J'avais tort. Le lendemain, en rentrant chez moi, après le travail, la Toyota de Léa était garée dehors. Qu'est-ce qu'elle fait ici, bon sang ? Pensais-je. Comment elle sait où j'habite ? Pour couronner le tout, elle était introuvable. La lumière du porche est allumée et la porte d'entrée s'est ouverte. Léa se tenait dans l'embrasure. Je m'approchai rapidement d'elle. Je pensais te faire une surprise, Easton, dit-elle avec un rire plutôt bizarre. Comment t'es rentrée chez moi, Léa, bordel ? Demandai-je avec colère. S'il te plaît, ne te mets pas en colère, Easton, dit-elle, en essayant d'avoir l'air mignonne. Où t'as eu les clés de ma maison ? Tu sais quel est ton problème, Easton ? Commença-t-elle dos à moi. J'ai vu le pistolet dans sa main quand elle se retourna pour me faire face. Tu ne m'aimes pas. Son ton avait changé. Assieds-toi, dit-elle fermement, me poussant sur le canapé. Le pistolet était pointé directement sur moi, et j'avais peur. Tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas ? Demanda-t-elle. Léa Williams ? La petite Léa Williams discrète ? La bibliothécaire de l'école ? La geek ? Soudain, je me suis souvenu de qui elle était. Je t'observais tous les jours. Nous étions faits l'un pour l'autre. Mais tu as choisi Camille. Maintenant, nous pouvons être ensemble, Easton. Je vais enfin avoir l'amour de ma vie. Léa, qu'est-il arrivé à Camille ? Demandai-je, l'image émergeant. Promets-moi que tu m'aimeras toujours, Easton, et je rangerai le pistolet, dit-elle. Les larmes montant maintenant à ses yeux. Camille, ai-je commencé, et puis j'ai vu les clés de Camille accrochées à la ceinture de Léa. Elle répondit d'une manière perturbante et effrayante. Je l'ai enterrée à côté d'un palmier dans une clairière. J'ai été rapide pour elle. Tu n'as plus à t'inquiéter, Easton, c'est notre moment à nous maintenant. Oh mon Dieu, non ! Me suis-je entendu crier, du plus profond de mes entrailles. Alors qu'elle baissait le pistolet, j'ai vu une opportunité, mais à quelques centimètres d'elle, un coup de feu me rendit sourd. Elle s'était tirée une balle dans la bouche, et il y avait du sang partout. Je me souviens pas avoir appelé la police, mais ils sont arrivés rapidement. Le corps de Camille a été retrouvé 2 jours plus tard, en état de décomposition avancée. Ma santé mentale a beaucoup souffert, et je n'ai pas pu parler pendant plus de 3 mois. Je suis allé en psychothérapie pour stress post-traumatique pendant plus d'1 an, et je pense que ma vie ne sera plus jamais comme avant. Flippant, n'est-ce pas ? Mais pas aussi horrible que l'histoire numéro 2. Je m'appelle Emmett Tanner, et j'ai maintenant 43 ans. J'ai rejoint les forces des marines américaines à un jeune âge, et j'excellais dans les forces armées en tant que tireur d'élite. Grâce à mes compétences, j'ai été choisi pour faire partie d'un groupe d'élite top secret chargé de la sécurité de plusieurs membres de l'État sous le président de l'époque, George Bush. Et ce, de janvier 1990 à novembre 1992. J'ai obtenu le grade de second lieutenant. Mon travail impliquait principalement la surveillance des personnalités depuis des bâtiments avec une arme à haute précision. On appelle ça un sniper dans le jargon commun. Pendant mon service, j'ai dû éliminer 2 personnes qui ont tenté d'assassiner 2 hauts fonctionnaires. J'aimais ce travail. Ça me procurait une grande fierté de savoir que j'avais la vie de nombreuses personnes entre mes mains. Et mes compétences d'observation et de visée sont devenues une seconde nature pour moi. J'ai servi pendant 9 autres années jusqu'en 2001. Ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'était que mes compétences deviendraient une obsession. Aujourd'hui, on est le 30 avril 2007 et je suis en prison pour une peine à perpétuité. Pour moi, c'est juste un autre jour. Pendant mon séjour au sein des forces des marines, j'étais basé à Houston.
Nos quartiers étaient constitués de 2 immeubles de 10 étages, directement en face l'un de l'autre. Un pour les hommes et l'autre pour les femmes. J'étais au 10e étage, dans une chambre seule, à un coin du bâtiment donnant sur le logement des femmes. Mes jumelles de vision nocturne étaient tellement puissantes que je pouvais voir une pièce de 10 centimes sur le trottoir 10 étages plus bas. Mais je n'étais pas intéressé par les pièces de 10 centimes. Il y avait 4 femmes officiers que je trouvais extrêmement attirantes. Et nuit après nuit, avec mes jumelles, je les regardais se déshabiller, puis regarder la télévision en nuisette. Une se distinguait des autres. La capitaine Arlo Delaney. Elle était la plus sexy de toutes. Les nuits étaient chaudes, elle s'asseyait en sous-vêtements et elle brossait ses beaux cheveux bruns. Et elle sortait toujours de sa douche dans son salon complètement nue, avec une serviette enroulée autour de sa tête. Elle ne prenait même pas la peine de tirer les rideaux, car personne ne pouvait rien voir depuis notre bâtiment à 150 mètres de distance. Sauf si quelqu'un l'espionnait avec une paire de jumelles. Quelqu'un comme moi, par exemple. Je ne me rendais pas compte à quel point j'étais malade à l'époque. Et je ne me suis jamais considéré comme un harceleur. Mais ça a duré 2 ans. Après avoir passé autant de temps à admirer sa beauté, j'ai voulu me rapprocher et avoir des relations sexuelles avec elle. Un jour, alors que tout le monde était occupé à ses tâches dans notre camp de base, à environ 3 km de là, j'ai grimpé. J'ai grimpé les escaliers du dortoir des femmes, des roses à la main, et en quelques secondes à peine, j'ai ouvert la porte de son appartement. J'ai inhalé son parfum en saupoudrant des pétales de rose sur son lit et en les traînant jusqu'à sa porte. J'ai trouvé un rouge à lèvres et j'ai écrit sur la fenêtre de sa salle de bain « Tu es tellement sexy, capitaine Arlo Delaney ». Ensuite, j'ai sorti un bloc-notes et je lui ai écrit une lettre. « Je te regarde tous les soirs et tu m'excites vraiment. Je sais que tu me veux. Tu ne sais juste pas encore à quel point tu me veux. » Je l'ai placée sur sa table basse et elle avait laissé son téléphone portable dans sa chambre, alors j'ai pris son numéro moi-même. Ce soir-là, j'ai attendu avec impatience son retour chez elle. Et elle est arrivée vers 18h, et j'ai pu voir le choc sur son visage quand elle est entrée dans mon champ de vision. Pas besoin de jumelles de vision nocturne, une simple paire avait fait l'affaire. En la regardant à travers les jumelles, elle semblait me fixer droit dans les yeux. Merde, j'ai maudit en me baissant. Est-ce qu'elle m'a vu ? Me demandai-je, tandis que mon cœur battait la chamade. Elle n'aurait pas pu. Je me suis convaincu moi-même. J'avais un logiciel de modification de voix sur mon téléphone. Je l'ai activé et je l'ai appelé. « Capitaine Delaney ?» répondit-elle, semblant secouée de ce qui se passait. « J'espère que tu aimes ta surprise, capitaine » dis-je de ton plus bas. « Qui es-tu, bordel ?» cria-t-elle en retour. « Un admirateur secret, chérie. Ne sois pas en colère, au fait. Ton parfum remplit ton salon et ça me rend fou, répondis-je. « Peu importe qui tu es foutu, espèce de taré, j'appelle la sécurité » dit-elle avec colère et fermeté. « Ah bon ? Pourquoi tu voudrais faire ça ?» demandai-je. « Je n'ai pas touché par le fait que tu as quelqu'un qui ne peut pas te résister ?» Elle raccrocha rapidement. J'ai jeté un autre coup d'œil à travers les jumelles et en 2 minutes, 2 marines et une collègue officière sont rentrées dans son appartement. Soudain, quelqu'un a frappé à ma porte. « Qui ça peut être, bordel ?» me demandai-je. J'ai rapidement rangé mes jumelles, m'attendant au pire. « Salut Emmett, mon pote !» dit une voix avec un sourire amical lorsque j'ai ouvert la porte. C'était Arlo, qui habitait au bout du couloir. « Salut Arlo, quoi de neuf, mon pote ?» demandai-je de façon décontractée. Je pouvais voir qu'il voulait entrer, mais je me tenais debout en tenant la porte. « Je voulais juste te rendre ton livre, Emmett, dit-il, me passant mon livre qui s'appelait Criminals Injustice. Il y a de sacrées enflures dans ce livre, dit-il. Surtout les harceleurs, ajouta-t-il. Heureusement, ils sont tous attrapés, ils se sont tous toujours fait prendre. Ouais, c'est des salauds, ajoutai-je. Des fois, on a l'impression d'avoir été frappé par un marteau-piqueur et d'être sonné. Et je t'avoue que c'était l'un de ces moments. Le lendemain matin, avant l'appel à 8h, j'attendais sur le côté jusqu'à ce que je repère le capitaine Delaney. Elle marchait seule, alors je m'approchai d'elle et je lui ai dit « Salut, bonjour capitaine », avec respect. « Bonjour lieutenant », répondit-elle avec un sourire, mais elle avait l'air préoccupée. « Que puis-je faire pour vous, Emmett ?» demanda-t-elle. Je voulais juste dire bonjour capitaine. Vous avez l'air très élégante aujourd'hui, plaisantai-je. « Merci Emmett », dit-elle en regardant vers le sol. « Il s'est passé quelque chose, madame ?» et je demandai. « Un fou est entré dans ma chambre hier et il a dispersé des pétales de rose partout. Il a aussi écrit une lettre perverse et dégoûtante. Et il a écrit des horreurs sur mon miroir de salle de bain avec du rouge à lèvres. C'est affreux, madame. De vrais malades rôdes, dis-je, parlant avec précaution et en étant préoccupé. S'il y a quelque chose que je peux faire pour vous... Merci, Emmett, répondit-elle. Mais j'ai des gens sur le coup. Le capitaine Delaney m'avait traité de fou et de pervers, et je n'ai pas pris ça bien du tout. Je lui ai souri, je lui ai fait le salut et je me suis mis en ligne pour l'appel. Alors que la journée touchait à sa fin, j'attendais derrière un mur près de l'entrée du bâtiment des appartements des dames, lorsque le capitaine Delaney arrivait. Il était déjà 19h15. Il était surprise de me voir. « Emmett, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle. « Je m'assure juste que vous rentriez chez vous en toute sécurité, capitaine, et que l'événement d'hier ne recommence pas. »
C'est très gentil de ta part, Emmett. Et je t'ai déjà dit que j'avais des gens sur le coup, dit-elle, plutôt fermement. J'étais offensé, elle me traitait de fou, de pervers, et maintenant elle rejetait mon aide. Je suis monté dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. J'allais donner une petite leçon au capitaine. J'ai sorti mon fusil sniper de son étui, je l'ai assemblé avec sa lunette de vision nocturne et son silencieux, et très rapidement je l'avais dans ma ligne de mire. Mais elle a immédiatement disparu de ma vue. Puis j'ai vu le major Ann Tyler apparaître. Elles étaient amies proches. Elles ont commencé à discuter alors que j'étais de plus en plus impatient. J'ai vu une opportunité alors que le viseur de ma cible était centré sur le front du capitaine. Bingo! J'ai appuyé sur la détente. Simultanément, le capitaine Delaney s'est déplacé et la balle a frappé le major Tyler à la poitrine, la tuant instantanément. Je pense que tout le monde dans la région a entendu le cri du capitaine Delaney. Les experts en criminalistique ont rapidement tracé la trajectoire de la balle jusqu'à ma chambre. Le lendemain matin, après que les experts aient confirmé que mon fusil avait été utilisé que 10 heures plus tôt, j'ai été arrêté et condamné à la réclusion à perpétuité. Ce jour excitant me manque. Peut-être que je sortirai bientôt pour bonne conduite et que je déménagerai près de chez vous. Je m'appelle Hector Abbott et j'habite au 2e étage d'un vieux complexe d'appartements dans la rue Green à Soho, en plein cœur de New York. J'ai pris ma retraite il y a 2 ans et j'ai maintenant 62 ans. J'étais parachutiste dans l'armée et je reste en forme en m'entraînant tous les jours. On pourrait me qualifier de commère du quartier. J'adore m'asseoir sur mon balcon et tout observer. C'est comme regarder la télévision, mais dans la vraie vie. En fait, je n'ai pas de télévision. Les activités quotidiennes dans la rue Green me permettent de m'occuper. L'autre jour, alors que j'achetais des petits pains frais à la boulangerie d'Allison, à un pâté de maison de l'autre côté de la rue à peu près, j'ai rencontré la charmante jeune femme qui possède et dirige la petite boulangerie. Elle porte le même nom. Les odeurs des produits fraîchement cuits remplissaient la boutique. Je l'avais déjà repéré, mais je n'étais jamais rentré. Je ne manque jamais aucun détail. Et j'ai remarqué un homme d'environ 30 ans qui faisait du lèche-vitrine devant la boulangerie. Sauf qu'il n'y avait pas grand-chose dans la vitrine, à part une liste de différents prix. Il avait les cheveux blonds, coiffés sur le côté, portait un jean bleu délavé et une veste en cuir noir. Jolie petite boutique que vous avez ici, ai-je dit, gardant un œil sur le grand gaillard mince devant la vitrine. Eh bien, merci monsieur. Vous êtes du coin ? Demanda Allison. Ouais, je m'appelle Hector Abbott, et je vis dans un appartement à un pâté de maison d'ici, répondis-je, remarquant que le gars dehors fixait Allison. Il a rapidement détourné le regard lorsque je me suis tourné vers lui. Eh bien, comme vous êtes un nouveau client, vous pouvez avoir les petits pains gratuitement, monsieur Abbott, offrit aimablement Allison avec un sourire amical et chaleureux. C'est très gentil de votre part, Allison. Je veillerai à acheter toutes mes pâtisseries chez vous à partir de maintenant. Oh, merveilleux, monsieur. Merci, à bientôt, ajouta-t-elle, avec des yeux brillants. Je lui fis un sourire chaleureux, mais en me tournant pour partir, je remarquai que ce gars qui était dehors était maintenant du côté de la rue où j'habite, mais toujours en face de la boulangerie. J'ai traversé la route en diagonale pour rentrer chez moi, mais j'ai continué à le regarder du coin de l'œil. En arrivant à mon immeuble, je le vis se diriger de nouveau vers la boulangerie d'Allison. J'avais le pressentiment au fond de moi que quelque chose clochait avec ce gars. Alors, je me suis remis à marcher vers lui. Lorsqu'il me vit, il se tourna, remonta la capuche de sa veste noire sur sa petite tête et s'éloigna rapidement. Je suis resté là pendant 10 minutes pour m'assurer qu'il ne revenait pas. Allison était gentille, et c'était une jeune femme sympathique, et sa sécurité me préoccupait. Le lendemain matin, je me suis levé à mon heure habituelle, 4h30 à peu près. J'ai préparé une tasse de café, et en allumant une cigarette, je suis allé m'asseoir sur mon balcon. Vers 5h30, j'ai vu le même gars habillé de la veille. Et surtout, il était à 2 pâtés de maison du côté de la boulangerie, appuyé contre un mur avec une jambe repliée contre lui. Il enchaînait cigarette sur cigarette, tout en regardant autour de lui de manière suspecte. Je savais qu'il attendait Allison. Je ne sais pas comment, mais je le savais. Vers 6h30, j'ai vu Allison au loin. Elle descendait d'un bus et elle se dirigeait vers sa boutique. Le gars se redressa et sortit un livre, faisant semblant de lire. Quand Allison s'approcha de lui, il baissa le livre et s'exclama « Belle matinée pour une belle madame !» Poli, Allison répondit gentiment. « Merci pour le compliment, et quel est votre nom ?»« Vous pouvez m'appeler Frank. Ça vous dérange si je vous accompagne jusqu'à la boulangerie ?»« Eh bien, Elle se sentait mal à l'aise, car c'était un parfum inconnu. « Eh bien, d'accord alors, répondit-elle, pour ne pas l'offenser. Alors qu'il marchait, elle se sentait mal à l'aise, car Frank la fixait tout le temps. Lorsqu'ils atteignirent la boulangerie, elle dit poliment. « Merci Frank, passez une bonne journée maintenant. »« Oh, je le ferai, Allison. Ça a bien commencé en marchant avec vous. » répondit-il avec un sourire malsain, avant de s'éloigner. J'ai mis des vêtements décents et je me suis dirigé vers la boulangerie d'Allison. En le faisant, j'ai cru voir le gars se faufiler soudainement dans l'allée à une 30aine de mètres. « Est-ce que ce type vous harcèle, Allison ?» ai-je demandé en entrant dans la boutique. « Il voulait me conduire à la boulangerie.
Il a dit qu'il y avait beaucoup de cinglés dans le coin. Je pensais que c'était innocent et sympathique, mais il n'arrêtait pas de me fixer. « Je vais le surveiller pour vous. Je ne lui fais pas confiance, répondis-je. Il m'a vraiment mise mal à l'aise, monsieur Abbott. Il a dit qu'il s'appelait Frank. Ne vous inquiétez pas, Allison. Je m'occupe de tout, dis-je en me tournant pour partir. Merci, monsieur Abbott. J'apprécie beaucoup votre aide, sourit-elle. J'ai remarqué que Frank traversait la route avec la capuche de sa veste. Mais il se dirigeait vers la même allée où je l'avais vu entrer plus tôt. Le soir, après avoir fermé la boutique, alors qu'Allison s'apprêtait à passer devant l'allée, Frank en sortit, la surprenant. « Tu m'as fait peur, Frank », dit-elle en stress. « Ah, Allison, désolé pour ça. Mais souviens-toi, je ne suis pas comme ces cinglés, moi. » « Je vais te raccompagner jusqu'à ton bus, ajouta-t-il. Je n'ai vraiment pas besoin d'escorte, Frank. Et j'apprécierais que tu me laisses tranquille, répliqua-t-elle. Elle ne me reconnaît pas et ne se souvient pas de moi, pensa-t-il, en s'éloignant. J'ai rapidement descendu les escaliers et après qu'Allison ait marché environ 100 mètres, Frank a commencé à la suivre. J'ai maintenu mes distances et je l'ai suivi sans être vu. Lorsque le bus d'Allison est parti, elle a remarqué Frank debout, les bras croisés. Il l'a rapidement pointé du doigt avec un sourire malsain, puis il a fait un geste, le signe de la paix. Je m'approchais directement de lui, mais lorsqu'il m'a vu, il s'est rapidement frayé un chemin à travers la circulation dense et je l'ai perdu. Au moins, Allison était en route pour rentrer chez elle en toute sécurité. Frank a continué ses manigances pendant encore 4 jours. Je n'arrivais juste pas à le coincer, et Allison était au bord de la crise de nerfs. Nous avons signalé son comportement à la police. Je ne me lève jamais tard, mais le lendemain matin, je me suis réveillé en sursaut. Il était 7h30. J'ai rapidement rejoint mon endroit habituel sur le balcon. La boulangerie d'Allison était toujours fermée, et ni elle ni Frank n'étaient en vue. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je me suis rapidement habillé, j'ai sauté le café, et je suis allé directement à la boulangerie. J'ai essayé d'ouvrir la porte. Elle n'était pas verrouillée, ce qui montrait clairement que quelque chose n'allait pas. Je suis entré silencieusement à l'intérieur, et j'ai regardé dans la boutique. Aucun signe de personne. Allison avait une petite cuisine à l'arrière de sa boutique, où elle prenait son thé et ses pauses déjeuner. J'ai ouvert la porte lentement, et je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Allison était ligotée et bâillonnée. Ses pieds et ses mains étaient également attachés, et ses yeux étaient grands ouverts de peur. Elle n'a pas émis un seul son, mais elle a bougé la tête et les yeux comme pour essayer de me faire savoir que Frank était là aussi. Soudain, j'ai senti sa présence. Je me suis retourné alors qu'il fermait la porte en nous faisant face. Il tenait un grand couteau de boucher dans sa main droite. « Vieux !» a-t-il dit de manière agressive. « Ta mère t'a jamais appris à te mêler de tes affaires ?» grogna-t-il, tout en faisant passer le couteau entre ses mains. J'ai pris la position trompeuse et impuissante du tai chi, prêt à utiliser mes compétences de combat. « Tu es pathétique, vieux. T'as l'air si idiot. » Allison se tordait et gémissait avec un bâillon dans la bouche. Frank a réussi à se rapprocher de quelques centimètres, mais il n'a pas eu le temps de savoir ce qui lui arrivait. En une fraction de seconde, le couteau a volé. J'ai brisé son bras et je l'ai fait basculer en arrière d'un coup de pied derrière sa jambe. Cela n'a pris que 15 secondes et je l'avais déjà mis hors de combat. Il saignait de la bouche, des yeux et du nez. Alors qu'il se tortillait et criait de douleur, je lui ai dit « Ça t'apprendra à ne pas t'en prendre à un parachutiste de 62 ans, espèce de merde. » Ensuite, je lui ai donné un coup de pied à la tête. Il était KO. J'ai enlevé le bâillon d'Allison et je l'ai détaché. Elle a pris une inspiration en octant, mais finalement sa respiration s'est stabilisée. À part quelques bleus à cause des cordes serrées, elle n'avait pas été blessée. Merci, monsieur Abbott, mais... Merci beaucoup. Merci, monsieur Abbott. La police est arrivée rapidement et après nous avoir interrogés, ils ont dû transporter Frank inconscient jusqu'à leur fourgon. Avec mes cheveux grisonnants et coupés courts, les 2 policiers ne pouvaient pas croire que j'étais celui qui avait fait tomber dans les pommes un homme beaucoup plus jeune que moi. J'ai régulièrement pris des nouvelles d'Allison après ça, et nous sommes devenus de bons amis. Un homme de 62 ans et une femme de 25 ans. Plus jamais, Frank ne la harcèlerait. Il a été inculpé de harcèlement grave et de tentative de meurtre. Malgré l'incident qui a été extrêmement traumatisant pour Allison, la nouvelle de l'événement s'est rapidement répandue, et elle a gagné le double de clients. Je continue de m'asseoir et d'observer la rue depuis mon balcon. Lorsque Frank Hanson a été interrogé par la police, ils ont découvert qu'il avait fréquenté la même école qu'Allison. Il a avoué qu'il était en surpoids assez important lors de ses études, et malgré le fait qu'Allison ait eu plusieurs petits amis, elle a toujours rejeté ses avances. Il lui en voulait depuis 10 ans, jurant qu'un jour, il l'aurait pour lui. Il s'est entraîné régulièrement et a finalement obtenu la silhouette dont il rêvait. Et il pensait pouvoir impressionner Allison avec ce nouveau corps. Alors qu'elle n'a montré aucun intérêt pour lui une fois de plus, et ne l'ayant même pas reconnu, ça avait été la goutte de trop pour lui. Malheureusement pour lui, son plan de meurtre sur Allison avait été contrecarré par un parachutiste de 62 ans. Bonjour, je m'appelle Tom. Depuis 13 ans maintenant, je suis sur mes gardes en permanence, et je regarde toujours derrière moi.
Mais ça se termine aujourd'hui. Tout a commencé quand j'avais 20 ans. J'étais à l'université et je travaillais comme livreur pour Pizza Hut. J'aimais ce travail, mais j'appréciais surtout un truc en particulier. Chaque livraison était différente et j'adorais le suspense de ne pas savoir à quoi m'attendre quand je sonnais à la porte. Mes clients allaient-ils être un couple âgé qui commande un bon repas pour leur petit-fils ? Le client serait-il un célibataire mangeant tout seul dans son appartement ? Est-ce que ce serait un couple qui commandait un dîner pour leur soirée en amoureux ? Le suspense rendait les choses intéressantes. Mais ça, bien sûr, jusqu'au jour de l'incident. Il était 23h45. C'était ma dernière livraison de nuit. Et j'étais content que ce soit une résidence haut de gamme, car j'y recevais généralement des pourboires généreux. Je consultais mes notes. Appartement numéro 707. J'ai appuyé sur le bouton 7 de l'ascenseur et une douce musique classique jouait pendant que je montais. Un grand vase avec des fleurs colorées était posé dans le coin. Des rampes dorées entouraient l'ascenseur et un miroir impeccable était suspendu en guise de plafond. Je me suis regardé au-dessus de moi et j'ai ricané devant l'extravagance d'une richesse aussi élevée. Un ding m'alerta de mon arrivée. Les portes sont ouvertes et je suis sorti. Je cherchais l'appartement 707. Je me tenais devant la porte d'entrée. J'ai vérifié mes notes et je frappais énergiquement, mais aucune réponse. J'ai levé mon poing serré pour essayer une dernière fois et la porte est ouverte, lentement. La porte s'ouvrit seulement de quelques centimètres avant de s'arrêter. Une paire d'yeux me regardait depuis la porte entr'ouverte. « Qui es-tu, bordel ?» demanda une voix féminine assez rauque. « Le livreur de pizza. » Elle grogna quelque chose et commença à s'éloigner. J'ai arrêté la porte et je l'ai empêchée de se refermer entièrement avec mon pied. C'était pas inhabituel. Les clients partaient généralement chercher leur portefeuille ou leur sac à main. Comme d'habitude, j'ai fait un pas sur le seuil, j'ai maintenu la porte ouverte avec mon pied et j'ai attendu. Je n'aimais pas m'immiscer dans les maisons des clients. « Tu laisses sortir la chaleur !» hurla, ce qui semblait être une deuxième voix. Des rires ont éclaté après la phrase. Je suis rentré et je suis resté à l'entrée d'un long couloir. La porte se verrouilla derrière moi. J'étais dans un couloir sombre et sale. Au bout de ce couloir, la seule source de lumière du salon était une télévision. Ces images, qui changeaient régulièrement, éclairaient la pièce un peu partout. J'ai avancé en me disant que tout allait bien, mais la situation continuait à empirer. Le long des murs du couloir, des taches sombres étaient éparpillées partout. Est-ce que c'était du sang ? Le papier peint était déchiré à plusieurs endroits et des petits bouts tombaient comme des petits cratères, comme si quelqu'un avait donné un coup de pied dans le mur. Mon malaise à ce moment-là augmentait. J'ai continué à marcher et je suis arrivé dans le salon. Ce que j'ai vu allait changer ma vie et me marquer pour toujours. 4 personnes, 2 hommes et 2 femmes étaient assises. 2 hommes étaient sur un canapé, parlant avec enthousiasme. Tout à droite, une femme était assise en tailleur dans une longue robe. Elle mâchait du chewing-gum de manière bruyante. Une main pianotait sur son téléphone, l'autre jouant avec ses cheveux. La deuxième femme était habillée pareil et elle était assise sur un 3e canapé. Son sac était à portée de main. Tous les canapés étaient tournés vers le centre de la pièce. Personne ne remarqua mon entrée. La pièce était un peu désordonnée. Quelques chaises étaient renversées et des canettes de bière vide étaient éparpillées. J'étais pas à l'aise. Mais dans d'autres circonstances, ça n'aurait pas été une situation inhabituelle pour un groupe d'amis. Mais cette fille rendait cette situation inhabituelle. Au centre de la pièce, une fille était assise sur un long fauteuil. Son t-shirt était déchiré à plusieurs endroits. Un bandeau couvrait son visage et ses mains étaient attachées derrière son dos. Sa tête pendait bas, révélant des cheveux bruns courts, tachés de sang et de morceaux de chair. Les parties visibles de son visage étaient entaillées. Ses bras étaient dans le même état. Le fauteuil était posé dans une mare de sang qui augmentait chaque seconde au fur et à mesure que des filets de sang coulaient de plein de parties de son corps. Pendant un moment, j'ai pensé qu'elle était peut-être morte. « Ouais », dit l'un des hommes, me regardant nerveusement. « Nous n'avons pas commandé de pizza. » Il regarda le reste du groupe comme s'il demandait ce qu'il devait faire ensuite. Le groupe de 4 me fixait, des sourires sournois s'étiraient sur leurs lèvres. Ils attendaient ma réaction. « Où tu penses aller ?» ricana l'un des hommes. Je réalisais que je reculais involontairement. J'ai lâché les boîtes de pizza qui ont fait un bruit sourd. La fille sur la chaise gémissait. Que se passait-il ? Pourquoi me regardaient-ils tous ? Est-ce qu'ils s'attendaient à ce que je dise ou fasse quelque chose ? Je me suis tourné vers la porte. Cette fois, l'entrée avait l'air d'être à des kilomètres. Je me dépêchais quand j'entendis des bruits de pas derrière moi. Mais quand j'ai ouvert la porte, un pied la claqua pour la refermer. « Est-ce qu'on a dit quelque chose ?» me demanda l'un d'eux avec un clin d'œil. « Non, monsieur », murmurai-je. « Ce que tu as vu ici ne te regarde pas, t'as compris ?
Tu ferais mieux d'oublier ce qui s'est passé. » Il remonta son t-shirt, montrant un pistolet qui était caché dans son pantalon. J'ai regardé, horrifié, et j'ai hoché la tête. « Tu ne vas pas aller courir chez la police, pas vrai ?» gloussa l'une des femmes. « Non, parce que, continua-t-elle, si tu le fais, on te retrouvera, toi et tes amis, ta famille. Ce que tu as vu ici, tu ne l'as jamais vu. Compris ? Ne nous donne pas de raison de... Tu sais, de te faire la même chose, » dit la femme, en pointant du doigt dans la direction de la fille sur la chaise. « Crois-moi, tu ne veux pas être dans ce fauteuil. » Je marmonnais des mots et des bruits insensés. « Bien, alors !» dit l'homme joyeusement. Il ébouriffa mes cheveux. « Sors d'ici !» Et en disant ça, il me poussa hors de la porte. Je suis resté engourdi, sans bouger, pendant quelques minutes. La porte fermée derrière moi. Un coup de feu retentit bruyamment à mes oreilles, me sortant de ma paralysie. La pauvre, pensais-je. Je descendis des escaliers en évitant l'ascenseur, et les questions me submergèrent. Est-ce qu'il s'attendait à ce que j'aille chez la police ? Et si c'était un piège, pour voir si je ferais le bon choix, et irais chez la police ? Je chassais ces pensées, et je me concentrais sur le retour à la maison. En approchant de ma voiture sur le parking, un sifflement fort attira mon attention. Du 7e étage, l'un des hommes se tenait près de la fenêtre avec un large sourire. Il imita un pistolet avec ses doigts, puis vers moi et recula sèchement sa main, comme s'il me tirait dessus. Il me fit un clin d'œil et s'éloigna. Je ne suis pas allé chez la police. Je l'ai même jamais dit à personne. Je suis rentré chez moi et j'ai pleuré. Ce jour-là a marqué le premier pas avant un ensemble de paranoïa, de peur, d'appréhension. Depuis ce jour, j'ai jamais été en paix. J'ai toujours regardé derrière mon épaule. Chaque matin, je me réveille en me demandant est-ce que ça pourrait être mon dernier jour ? Les années suivantes, j'ai rencontré des gens que j'ai pris pour l'un des 4 que j'ai vus ce jour-là. Au supermarché, un homme ressemblait à l'un des harceleurs. Mon cœur s'enfonçait en le voyant et je me demandais est-ce que je l'ai imaginé ou est-ce que c'était vraiment lui ? À l'église, une femme restait un peu trop longtemps à mon goût et je me suis demandé est-ce qu'elle m'espionnait ? Depuis 13 ans, à la poste, au cinéma, au parc et partout ailleurs, je vois des personnes et je me dis je pense qu'ils sont là pour me tuer. Aujourd'hui, je suis rentré du travail, j'ai passé la porte et je suis allé au salon. J'ai tendu la main pour allumer les lumières. Mais avant que je ne puisse le faire, la lampe sur ma table basse a vacillé, s'allumant et éclairant l'obscurité totale de la pièce. Un homme était assis sur le canapé. 13 ans ont passé, mais j'ai immédiatement reconnu le sourire de l'homme éclairé par ma lampe. C'était lui, il est enfin venu. Il sortit son Glock du même endroit caché où il l'avait il y a 13 ans. Il pointa son arme vers ma table, indiquant qu'il voulait que je m'assoie. Il me tendit un stylo et du papier et il me dit « Tu ferais mieux de t'appliquer ». J'écrivis ce mot avec un pistolet qui était pointé sur ma tête et ses yeux qui lisaient tout ce que j'écrivais. Il m'a dit d'écrire mes adieux une dernière fois. Je savais que ce jour arriverait. Je l'attendais. Et si je reste totalement honnête, je suis enfin en paix. Cela fait 13 ans. 13 ans de peur et d'anxiété. Pour la première fois, depuis tout ce temps, je peux me reposer. Il y a 13 ans, j'ai été témoin par hasard d'un meurtre pendant une livraison de pizza. Et aujourd'hui, je vous laisse un dernier message. J'en paye le prix. Salut, je m'appelle Mathie et j'ai maintenant 24 ans. Récemment, on a déménagé dans notre nouvelle maison. Avant, là où je vivais, il s'est produit un accident horrible auquel je pense encore. Et chaque fois que je me souviens de cet incident, j'ai des frissons et je commence à transpirer énormément. Eh bien, cet incident s'est produit il y a 1 an. Nous vivions dans un appartement et il y avait une nouvelle pizzeria à côté. La pizzeria venait d'ouvrir. Des prospectus de la pizzeria étaient accrochés partout. Et je me suis dit, pourquoi pas commander une pizza dans cette pizzeria ? Car ils avaient plein de pizzas différentes, alors j'ai commandé. La pizza est arrivée et j'ai ouvert la porte. « Monsieur, tenez votre pizza. » « Ah, merci. » La livreuse de pizza était belle, apprêtée et honnête. Elle avait mon âge à peu près. Le comportement de Luna était apprécié par tous les habitants de la résidence. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des gens commandaient des pizzas chez elle. Elle est devenue populaire dans toute la résidence, tout le monde avait son numéro. Après quelques jours, il y avait beaucoup de mouvements dans la résidence, alors je suis allé voir. J'étais complètement abasourdi. Une dame avait été assassinée dans l'appartement au-dessus d'une autre. Son mari, Jani, qui avait 40 ans, pleurait beaucoup. Il demandait à la police d'attraper le coupable le plus rapidement possible. « Oh non, pourquoi ? Lève-toi, Sandra, s'il te plaît. Lève-toi, je t'aime. Lève-toi, Sandra !» Qu'était-il arrivé ? Qu'est-ce qui n'allait pas ? La femme qui vivait dans cet appartement avait été assassinée par quelqu'un. Son corps avait été retrouvé par la police et les policiers étaient donc venus enquêter. Le meurtrier avait tué Sandra de manière brutale. Elle avait été torturée à mort. C'était comme si quelqu'un voulait se venger d'elle depuis longtemps. Le meurtrier lui avait arraché les 2 yeux.
En plus, sa tête avait été violemment heurtée plusieurs fois contre le mur. La police a posé quelques questions à tout le monde et elle est partie. Tout le monde est retourné dans ses appartements respectifs. Un jour, pendant que je me dirigeais vers mon appartement, j'ai vu cette livreuse de pizza Luna. Elle avait l'air bien nerveuse. Elle se comportait différemment. « Salut Luna, comment ça va ?»« Salut, bien. J'arrive pas à croire qu'une chose aussi brutale se soit produite dans ce quartier. Ouais, je veux dire très cruelle. »« D'accord. Monsieur, au revoir. » Pendant 2 jours, Luna n'est pas venue dans notre résidence pour livrer des pizzas. Je ne savais pas ce qui se passait. Peut-être que les gens avaient trop peur à cause du meurtre de Sandra. J'ai appelé Luna pour commander une pizza, mais elle ne m'a pas répondu. Alors j'ai appelé Matthew pour commander une pizza. C'était un collègue à elle, c'était aussi son cousin. Je lui ai demandé des nouvelles d'elle. Matthew et Luna vivaient dans la même maison. « Hey Matthew, où est Luna ?» Je l'ai appelée mais elle m'a pas répondu. « En fait, elle est en vacances. Elle est dans sa ville natale, donc elle peut pas vous répondre. »« D'accord, mais pourquoi es-tu si nerveux ? Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire ?»« Ouais, il y a 3 jours, Luna elle allait au marché pour acheter des articles ménagers. Quand elle descendait les escaliers, soudainement, elle a vu une fillette qui faisait face au mur et qui pleurait sans s'arrêter. Ses cheveux étaient longs et elle portait une robe noire. Elle l'a appelée plusieurs fois, mais elle l'écoutait pas du tout. Elle lui a dit « Tu vas bien, petite fille ?» Elle a tourné son visage et quand elle a vu son visage, elle a été stupéfaite. Son visage était complètement blanc, vraiment tout blanc, ce qui n'était pas normal. Et il lui manquait les 2 yeux. Tout son corps était comme un cadavre. Elle ne pouvait ni parler ni bouger. Elle faisait des gestes de la bouche vers les personnes près d'elle pour demander de l'aide. Mais aucun mot ne sortait de sa gorge. Elle luttait violemment. À ce moment-là, l'atmosphère était assez froide et très calme. C'était comme si elle était entrée dans un autre monde. Et soudain, elle a ouvert grand la bouche pour la dévorer. Luna s'est évanouie, et quand elle a repris connaissance, elle était à l'hôpital. En fait, elle était tombée dans les escaliers. Luna avait quelques légères blessures. J'étais choqué d'entendre ça. Je ne pouvais pas y croire en fait. Le lendemain, la police est venue à l'appartement pour enquêter. « Connaissez-vous cette livreuse de pizza ? Elle venait dans votre résidence pour livrer des pizzas. C'était notre suspecte et elle a disparu depuis quelques jours maintenant. »« Oh, comment c'est possible ? Informez-nous si vous la voyez quelque part. »« Oui, bien sûr, monsieur. » Je suis allé à la pizzeria pour voir Matthew et il n'était pas très à l'aise de me voir là. « Dis-moi la vérité. La police recherche Luna ? C'est elle qui a tué Sandra, pas vrai ? » Non, s'il te plaît, dis pas ça. Je sais même pas où elle est partie, je la cherche aussi. Ce jour-là, quand elle est allée livrer une pizza à côté de la maison de Johnny, Luna, elle a accidentellement vu Johnny tuer sa femme. Mais elle avait très peur, alors elle est restée silencieuse. Elle n'a rien dit de ce secret à personne. Mais elle voyait l'esprit de Sandra partout. À partir de ce jour-là, des choses bizarres ont commencé à lui arriver. Souvent, quelqu'un sonnait à la porte de la maison de Luna. Quand elle vérifiait, y avait personne. J'étais très inquiet de savoir pourquoi ça n'arrivait qu'à elle. Son esprit la tourmentait beaucoup. Elle devenait mentalement faible. Son esprit lui demandait constamment de la venger. Un jour, un bruit très fort a commencé à venir de la salle de bain. J'étais en train de cuisiner et on aurait dit qu'il y avait quelqu'un qui cassait tout à l'intérieur. Luna a commencé à crier très fort après un moment. Quand je suis allé vérifier, la porte est restée bloquée pendant longtemps. J'ai cassé la porte, j'ai vu qu'elle était là inconsciente. Quelqu'un avait essayé de la tuer en la noyant dans la baignoire. Mais on ne sait pas qui a fait tout ça. Peut-être ce meurtrier. Mais pourquoi tu n'as pas dit la vérité à la police ? On avait tous les 2 peur. On va juste attendre que Luna revienne. Ensuite, on ira tous les 2 à la police. J'étais choqué. Luna avait disparu. Quelque chose n'allait pas du tout. Le lendemain, des nouvelles sont arrivées du commissariat de police. Elles étaient horribles et elles me donnaient des frissons. Ils avaient trouvé un cadavre, qui était celui de Luna. Le même jour, la police est venue à l'appartement et a emmené Johnny, le mari de Sandra. La police avait résolu le mystère. La nuit où Luna a été tuée, voilà ce qui s'est passé. Luna suivait Johnny depuis quelques jours car elle était perturbée par l'esprit de Sandra. Elle pensait que Johnny ne savait pas qu'elle le suivait pendant qu'elle le traquait. Elle est arrivée dans une maison déserte qui était complètement en ruine. Luna se cacha sous une table. Soudain, Johnny disparut. Puis elle est sortie, mais Johnny l'a attrapée par la gorge. « Allez, si t'es venu ici maintenant, prépare-toi à aller rejoindre Dieu. »« Monsieur, désolé, laissez-moi s'il vous plaît. » « Tu es du côté de ma femme en rassemblant des preuves contre moi. Maintenant, meurs. Elle me trompait, et toi t'es comme elle. » Johnny lui a frappé la tête de toutes ses forces, et elle s'est évanouie là-bas. Pendant de nombreux jours, Johnny l'a affamée et il l'a gardée enfermée. Il l'a violée de nombreuses fois. Après 5 jours, il avait écrasé ses bras et ses jambes avec un marteau. Il l'a torturée jusqu'à sa mort. Elle était complètement ensanglantée et elle pleurait de douleur avant de mourir. En fait, Johnny avait tué sa femme parce que sa femme avait une liaison avec un autre homme.
C'est pour ça qu'il a pris une vengeance aussi horrible sur sa femme. Et pendant qu'il la tuait, la livreuse de pizza Luna est arrivée là-bas et elle a tout vu. Nous étions tous endeuillés et sous le choc. Et enfin, avec la mort de Luna, l'âme de Sandra a sûrement dû trouver la paix. Johnny a heureusement été condamné à la prison à perpétuité. Vous vous souvenez quand vous étiez enfant et que vous étiez amoureux de quelqu'un? On ressentait une excitation à marcher devant chez eux ou à les appeler et à raccrocher. C'était surtout les filles qui faisaient ça. J'en ai eu quelques-unes qui passaient devant chez moi, elles appelaient et elles raccrochaient. Ça me donnait la chair de poule à l'époque. Mais maintenant, je préférais ça à une fille qui s'intéresse trop à moi. Je suis John, et voici mon histoire sur comment une fille à qui je livrais des pizzas a failli me tuer. Tout a commencé une nuit lorsqu'une commande a été passée pendant nos dernières heures de travail. C'était ma dernière livraison, et c'était un peu loin, mais ça me dérangeait pas. Je suis arrivé à l'adresse indiquée et j'ai frappé à la porte. La personne qui a répondu était une femme obèse. Elle sentait comme si elle ne s'était pas douchée depuis des années. Ses cheveux étaient emmêlés et gras, et ses dents donnaient l'impression qu'elles étaient recouvertes de beurre. Je lui ai offert mon sourire le plus amical qui était réservé aux clients et je lui ai donné sa pizza. « Bonjour madame, voici votre pizza au poivron farci avec croûte au fromage et extra bacon. Ça fera 18,36 $. Elle a pris la pizza et elle a fait en sorte que sa main touche la mienne. Elle a laissé échapper un petit rire enfantin. « Tu peux m'appeler Cindy ?» J'ai hoché la tête. Bien sûr Cindy. Tu peux entrer pendant que je vais chercher mon portefeuille. Non, merci. Vaut mieux que j'attende ici, dehors. Question de sécurité. Il y avait eu récemment des cas de livreurs de pizza qui disparaissaient. Alors, je ne prenais aucun risque. Elle a froncé les sourcils. Oh, allez, je mords pas. Oh, je préfère vous attendre ici. Elle a fait la moue et elle a claqué la porte. Pendant 1 minute, j'ai pensé qu'elle allait prendre la pizza et pas payer. Et je me suis demandé si j'avais pas commis une erreur en ne rentrant pas. J'ai attendu quelques minutes en étant tendu, et 5 minutes plus tard, elle a enfin ouvert la porte. Elle m'a donné un billet de 20 et elle m'a braqué son décolleté sous les yeux, avec un billet de 5 coincé dedans. Une partie de votre pourboire est dans ce billet de 20, mais si vous voulez le reste, vous devez venir le chercher. Elle a laissé échapper un autre rire enfantin et j'ai roulé des yeux. Je vais juste prendre ça, passez une bonne nuit madame. Comment tu t'appelles? Et c'est là que j'ai fait la plus grosse erreur. John. Je te reverrai. Je lui ai fait signe que je partais et je suis retourné à ma voiture. Je suis retourné à la pizzeria, j'ai trié mes pourboires de la journée et je suis rentré chez moi. La nuit suivante, vers la même heure, on a reçu un appel pour une pizza extra large à la croûte fourrée, au poivron farci et extra bacon. Henry, mon manager, m'a appelé. « John, tu prends celle-là? Demande du client !» Dans ce type de travail, les gens ne demandent généralement pas un chauffeur spécifique pour livrer leur nourriture. La plupart des gens qui commandent des pizzas veulent juste leur nourriture en fait. Peu importe comment elle arrive, on s'en fout, tant qu'elle est faite fraîchement et chaude. « C'est ta façon gentille de me la donner ?» Ai-je plaisanté avec Henry. Il m'a regardé d'un air sceptique. « Non, le client a vraiment demandé que ça soit toi. »« Ah, je veux pas la prendre, elle était bizarre. »« Le temps c'est de l'argent, John. Y a aucune raison de pas faire marcher l'entreprise. Elle a payé en ligne, donc tout ce que t'as à faire, c'est prendre les pizzas, les ramener, encaisser ton pourboire et revenir. » Elle tenait un billet de 5 entre ses seins et elle m'a dit de venir le chercher. « Tu l'as fait ?»« Non. Livre simplement la pizza chez elle. Et peut-être que la prochaine fois, on réglera le pourboire par téléphone. » J'espérais qu'il n'y aurait pas de prochaine fois, mais quelque chose dans mes tripes suggérait qu'il y aurait effectivement une prochaine fois. Et une autre. Enfin bref. Cette cliente allait me coûter plus de pourboire que ça ne valait la peine. Je suis allé là-bas et c'était le même scénario. Elle voulait que je rentre pour qu'elle puisse prendre son portefeuille. J'ai refusé et elle m'a à nouveau remis un billet de 20. Sauf que cette fois-ci, 2 billets de 5 étaient coincés dans son décolleté. « John, ceux-là sont pour toi. Tu as juste à les attraper. » Je l'ai ignoré et je suis retourné à ma voiture. Chaque jour, pendant des semaines, j'ai dû livrer une pizza à cette femme. J'ai réalisé que ça n'allait jamais se terminer. Donc pendant mes jours de congé, j'ai cherché un autre emploi. J'ai réussi à décrocher un travail de chauffeur pour une autre pizzeria qui en plus payait mieux. Les pizzas étaient gastronomiques et haut de gamme, donc elles étaient plus chères. Cindy avait un billet de 100 $ coincé dans son décolleté. Et quand j'ai vraiment regardé, j'ai pu voir des miettes et des morceaux de sauce qui devaient dater d'au moins le moment où j'ai commencé à la livrer. Le billet avait des résidus jaunes, comme si elle s'en était servie comme fil dentaire. Bon, j'ai jamais refusé 100 $ de ma vie, mais cette nuit-là, j'allais le faire. Sans le savoir, elle allait me forcer à l'accepter d'une manière ou d'une autre. Cindy attrapa mon visage et le poussa entre ses seins. Elle me demanda de lécher toutes les miettes et la sauce. J'ai refusé et elle m'a assommé. J'étais pas sûr du temps qui était passé quand je me suis finalement réveillé. J'avais du ruban adhésif sur la bouche et mes mains et mes pieds étaient attachés ensemble. Il faisait sombre, froid et surtout ça sentait la mort. Soudain, j'ai entendu le grincement d'une porte rouillée qui s'ouvrait et des pas très lourds qui descendaient. Génial! J'étais dans un foutu sous-sol. Une lumière s'est allumée et tout autour de moi, j'ai vu au moins 3 hommes attachés avec des chaînes. J'ai reconnu leurs visages sur les affiches de personnes disparues qui étaient placardées partout en ville.
Ils avaient l'air d'être là depuis des mois, ce qui correspondait au temps depuis leur disparition. Johnny, Johnny, Johnny. J'ai entendu Cindy m'appeler en chantant. Elle est descendue et elle a souri en me voyant réveillé. Elle a claqué des mains et elle a sauté partout. Chaque partie de graisse tremblait et l'odeur entre chaque bourrelet était omniprésente. C'était tellement intense que j'ai vomi. Cindy est venue et elle a arraché le ruban adhésif de ma bouche. Johnny, je veux juste que tu réalises un fantasme pour moi. Je veux avoir des relations sexuelles avec un livreur de pizza. Ah ça y est, laisse-moi partir, sale folle! Elle m'a giflé et elle a attrapé ma tête, me forçant à regarder les autres gars. Tu les vois? Ils refusent de réaliser mon fantasme. Et je les libérerai pas tant qu'ils ne le feront pas. Tu veux rester ici comme eux? Je les ai regardés, ils avaient l'air si sales et mal nourris. Et à moins que je ne réalise le fantasme de cette grosse vache, je serai bientôt juste comme eux. J'ai regardé Cindy. D'accord, si c'est tout ce que tu veux. Elle a souri et elle a caressé ma joue. Appelle-moi bébé. Ouais bébé, viens, on va réaliser tous tes rêves les plus fous. Coup de chance, elle m'a cru et elle a coupé les liens qui me retenaient. Elle a regardé les autres gars. Vous voyez ça? C'est aussi simple que ça pour rentrer chez vous. On est remonté tout en haut dans sa chambre infestée de cafards et un matelas qui était visiblement couvert de pisse. Elle a attrapé mon visage et m'a embrassé. Son haleine sentait comme si quelqu'un avait chié dans un cendrier, bordel. Bébé, j'ai vraiment soif. Je peux avoir un verre d'eau pour que je puisse donner le meilleur de moi-même? Tout ce que tu veux, Johnny. Elle s'apprêtait à quitter la pièce et elle s'est retournée. Viens avec moi, bien sûr. Avec une pensée rapide, alors que nous arrivions dans les escaliers, j'ai utilisé ce qui me restait de force et je l'ai poussé en bas des escaliers aussi fort que possible. Son corps a dévalé et en descendant, son cou s'est brisé. Ça l'a tué instantanément. J'ai vomi mes tripes et j'ai couru vers ma voiture où j'avais bêtement laissé mon téléphone et j'ai appelé la police. Les autres gars ont été secourus. J'ai pas été inculpé parce que le fait de la pousser dans les escaliers, c'était de la légitime défense. Il s'est avéré que Cindy était une femme qui avait tué son mari, qui était d'ailleurs livreur de pizza. Et elle voulait retrouver cette connexion avec lui. Je livre toujours des pizzas, mais maintenant, je fais des livraisons sans contact avec les clients. Messieurs, dames, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais je te rappelle évidemment que tu peux cliquer sur ton écran maintenant pour continuer à passer la soirée avec moi et à regarder des histoires animées toute la soirée. On en a fait pas mal, donc normalement, t'as de quoi passer toute une soirée à regarder ça. C'était Noah, ce fut un plaisir. Bye.